Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de démarrer, je vous invite à suivre une chaîne que j'ai découvert il y a peu, qui s'appelle Central Ciné. Il y a de l'actu, une web-série assez sympa, c'est frais, il y a un peu moins de 1000 abonnés, mais c'est une chaîne qui a du potentiel et qui peut aller très loin. N'hésitez surtout pas, je vous mets le lien en description. Voilà, maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur bien de chez nous, car oui, je n'ai que rarement parlé des destins brisés en France, alors, à partir de maintenant, je compte rattraper mon retard. Il aurait pu devenir un monument du cinéma français, tel Delon, Gabin ou encore Kev Adams. Quel con. Cet immense acteur, c'est Patrick Devers. Patrick Devers est né le 26 janvier 1947 à Saint-Brieuc et est le fils de Mado Morin, connu pour sa troupe Les Petits Morins, composée essentiellement de sa famille. Son père, un dénommé Michel Tétard, refuse de le reconnaître, lui qui a eu une liaison avec sa mère quelques mois auparavant. C'est donc son prochain mari, Georges Collignon, père de ses 3 enfants, qui accepte de le reconnaître comme fils. Dès son plus jeune âge, il entre dans la fameuse troupe de sa maman et participe à bon nombre de pièces de théâtre, émissions radio, films et spectacles. En 1954, le jeune Patrick vit un événement qui va le traumatiser. À 7 ans, alors qu'il se rend à une foire avec son grand frère, il tire accidentellement sur le gérant du stand de tir et le touche au poumon. Cet événement l'affecte profondément. Dans son enfance, il alterne entre école la journée et théâtre le soir, jouant des rôles éprouvants tels que dans Procès de famille où il joue un enfant tiraillé entre 3 couples qui finit par se suicider. Son ami et concurrent Gérard Depardieu déclara bien plus tard que c'est à cette période qu'il subit des abus sexuels de la part d'un des membres de sa famille dont le nom ne sera jamais dévoilé, ce qui le rendra à la fois fragile, tourmenté et surtout rebelle. J'en veux pour preuve cette anecdote très originale où, lors du tournage de La Route Joyeuse, alors que Patrick a 9 ans, il s'amuse à faire des ricochets et touche par mégarde Jane Kelly. Il sera puni et passera la journée dans une chambre d'hôtel, chambre qui finira saccagée en signe de représailles. Les années passent et Patrick se voit confier des rôles de plus en plus importants, ses performances tant à l'écran qu'au théâtre étant de plus en plus impressionnantes. Après sa performance au théâtre dans Fils de personne en janvier 1964, il reçoit les félicitations du grand Henri de Monterland, auteur de la pièce, qui le complimente sur sa prestation. Le jeune Patrick rêve tantôt de devenir acteur de théâtre, réalisateur, metteur en scène, pilote, cadreur ou même ingénieur du son. Il déclara qu'il a toujours préféré être derrière la caméra que devant, et qu'il ne devint acteur que parce que c'était la seule chose qu'il savait faire. Certains rêvent d'être réal, mais se contentent d'être d'immenses acteurs, et il y a moi, avec mes vidéos. Je sais faire la cuisine aussi. Je m'en fous. Eh oh, du calme Christian. Bref, c'est durant cette année 1964 que les grands changements opèrent. Il apprend à l'âge de 17 ans que son père n'est pas son véritable père biologique, et qu'il a été spolié de son héritage et de ses cachets. J'ai dit spolié et non spoilé. Être spoilé de son héritage, on s'en fout un peu. Spolié, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ça veut dire être dépossédé de ses biens par la force ou par la ruse. Voilà. Suite aux différends avec sa famille, il adopte un pseudonyme provenant de son arrière-grand-mère qui s'était remariée avec un flamand. Au début, l'écrivant Devers, comme on peut le voir dans la miniature de la vidéo, il prend définitivement le nom attaché qu'on lui connaît maintenant. Il tourne dans quelques films comme figurant, sous la direction de René Clément entre autres, puis, une fois émancipé à 21 ans, il gagne sa vie comme déménageur en livrant des réfrigérateurs. Après quelques passages au théâtre, il rencontre Sota, alors en couple avec Romain Bouteille à l'époque. Ils se rapprochent et finissent par se marier en 1968. Après un voyage de noces en Tchécoslovaquie, ils reviennent en France et aident alors Romain Bouteille à fonder son Café de la Gare. Ouais, le gars est pas du tout rancunier, au point de les aider en leur prêtant durant la construction du Café de la Gare son propre appartement. Il commence son parcours au Café Théâtre aux côtés de Coluche, Henri Guibet, Martin Lamotte, Renaud et Miu Miu. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal, j'en ai parlé dans un épisode. Le lien est en description. Les débuts sont assez difficiles, au point qu'il vend sa voiture pour nourrir la troupe, qui finit par être aidée financièrement par Raymond DeVos, Dalida, Jean-Yann, Brel et même par le professeur Choron. Mais son expérience dans la troupe, qui le pousse à écrire ses propres textes, créer décors et costumes, et oublier tout ce qu'il a déjà appris, l'enrichit grandement. Peu après, il effectue son service militaire obligatoire, mais se voit réformé après avoir ingéré une grande quantité de médicaments, succombant presque à un empoisonnement. Une fois rentré, il s'essaye au doublage pour gagner de l'argent et faire vivre le Café de la Gare. Il double notamment John Voight dans Macadam Cowboy. Je m'appelle Joe Buck, je débarque du Texas. Et moi, Rico Rizzo, natif du Bronx. Joe Buck. Et surtout Dustin Hoffman dans le cultissime Le Lauréat. Madame Robinson, vous essayez de me séduire. Petite anecdote originale à savoir, durant cette période et après avoir vu le film La planète des singes, il adopte avec sa compagne une guenon. Ça change du chat que tu as recueilli dans ton abri de jardin et qui passe sa journée à dormir sur ton canapé. Ce gros porc.
S'essayant à la chanson, il interprète un duo avec Françoise Hardy en 1971. Il faisait jour, alors je t'ai dit mon amour. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien entendu. Après quelques petits rôles avec ses potes dans certains films plus ou moins connus, il finit par être choisi par Bertrand Blier pour être en tête d'affiche de l'adaptation de son roman Les Valseuses. Au départ très réticent à choisir le jeune Patrick, Blier souhaitant un acteur plus petit que Depardieu, il finit par céder, Patrick réussissant à le convaincre de le filmer toujours derrière son comparse, lui donnant ainsi l'impression d'être plus grand. C'est d'ailleurs pendant le tournage qu'il se rapproche de Miu Miu, allant même jusqu'à prendre à part le réalisateur pour lui dire en gros: écoute, je voulais juste te prévenir qu'il y a de fortes chances que Miu Miu et moi on tombe amoureux pendant le tournage. Du coup, on a pris de l'avance, on voulait juste te prévenir. Le tournage, bien qu'assez difficile, est parsemé de petits moments comiques, comme par exemple le duo Depardieu-Devers qui, à chaque fois que Blier crie « partez » au lieu de « action », partez simplement du plateau. Ce qui avait le don d'énerver Blier. Après 2 semaines de retard sur le planning, le tournage se termine et le film sort finalement en mars 1974. Il devient un immense succès populaire, ainsi qu'un des films les plus controversés en France. Peu après, il devient papa de la petite Angèle qu'il a eue avec Miu Miu. Mettant plus de temps à démarrer que son ami Gérard Depardieu, sa carrière décolle finalement avec le film Adieu poulet, sorti en 1975, qui lui vaut une nomination au César du meilleur second rôle, tandis que Depardieu, lui, est nommé comme meilleur acteur pour 7 morts sur ordonnance. Après le tournage du film La meilleure façon de marcher et après moult soirées faites de drogue et d'alcool, il se retrouve un soir impliqué dans un grave accident de voiture aux côtés de Patrick Bouchité. Les deux hommes s'en tirent avec juste quelques bleus, tandis que la conductrice en face meurt, ce qui affecte grandement Patrick. Peu après, lors d'une grosse dispute, Miu Miu décide de rompre avec lui. Il enchaîne par la suite pas mal de tournages, dont un film sur l'assassinat du juge François Renaud réalisé par Yves Boisset. Peu après, il est invité par le réalisateur à Dakar, où il fait la rencontre d'une jeune fille. Cette relation ne fera qu'intensifier les problèmes de drogue de l'acteur et se terminera de façon tragique, la jeune fille se suicidant en se jetant d'une terrasse. Blier entend retrouver le trio des valseuses pour son prochain film. Préparez vos mouchoirs. Mais Miu Miu refuse, non pas par mésentente avec Devers, mais parce que le rôle demande de pas mal se dénuder et elle ne souhaite plus exposer son corps autant que pour les valseuses. En 1979 sort Série Noire. Film sombre dans lequel il s'est pleinement investi, perdant 10 kilos pour le rôle et déclarant dans sa dernière interview que ce fut son tournage favori. Il prendra ensuite une pause de plus d'1 an, le temps de se remettre de ce rôle. Il devient papa pour la seconde fois durant cette période avec sa nouvelle compagne Elsa. En 1980, il est boycotté par les médias après l'affaire Nuzac. Pour rappel, c'est une affaire où le journaliste Patrick Denuzac aurait divulgué une info confidentielle de son ami Patrick, son futur mariage avec Elsa. Après la parution de l'article, le couple demande à voir le journaliste et après une insulte du journaliste envers Elsa, Devers s'énerve et le frappe au visage. L'affaire est sans précédent, toute la presse refusant par la suite de l'interviewer ou même de citer son nom quelque part. L'affaire se règle à l'amiable et Devers finira par payer 75 000 francs au journaliste et il écopera également d'1 an d'emprisonnement avec sursis. Il s'enfonce toujours plus dans la dépression, au point où après une 6e fois où il ne reçoit aucun prix au César, il passa la soirée au Fouquet's avec son adversaire et alter ego Depardieu pour boire un verre, qui lui fut récompensé l'année précédente du César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Dernier Métro. Durant la soirée, il est rejoint par Jean-Jacques Hano et s'effondre en pleurs dans ses bras. Petite note de douceur dans ce trajet semé d'embûches, parlons de ses rôles marquants. Les valseuses De Bertrand Blier, film qui le révélera aux côtés de la sublime Miu Miu et de l'immense Depardieu. Préparez vos mouchoirs. Du même Blier avec Depardieu et Carole Laure. Beau-père, oui, je suis fan de Blier, je plaide coupable. Nous avons aussi Série Noire, son chef-d'œuvre que je trouve magnifique, et enfin son film ultime, qu'il tourna 3 mois avant sa mort, Paradis pour tous. Film pas ouf, mais avec un Devers toujours aussi bon dans le rôle d'un homme dépressif et suicidaire. Un film presque visionnaire. Car depuis des années, Patrick Devers est un homme triste. Après une vie remplie de ruptures difficiles, de chocs émotionnels et de non-reconnaissance dans le 7e art, on peut dire qu'il a vu des hauts et, malheureusement, beaucoup de bas. Une vie si remplie que cet épisode doit sûrement être, vu le temps que j'ai mis à l'écrire et à l'enregistrer, un des plus longs de la chaîne. En 1982, sa compagne de l'époque, Elsa, le quitte avec sa fille Lola pour partir s'installer en Guadeloupe aux côtés de son ami Coluche. Devers vit ça comme une trahison. Il part auprès de son ex-compagne Sota, qui le soutient émotionnellement. Elle lui annonce qu'elle attend un enfant de son nouveau compagnon. Il s'écroule devant elle et lui dit qu'il compte se suicider, évoque ses problèmes personnels, ses problèmes d'argent et de drogue. Elle parvient à le raisonner en parlant de ses 2 filles et de l'impact qu'aurait un tel acte sur leur vie.
Le 13 juillet, sa maison est cambriolée et il voit disparaître bon nombre de souvenirs personnels, dont des vidéos de son enfance et des photos très perso. Le 16 juillet, il passe la matinée avec Claude Lelouch et Evelyne Bouy en vue de préparer un film sur la liaison d'Edith Piaf et du boxeur Marcel Cerdan. Il déjeune ensuite avec le réalisateur, qui le fait ensuite raccompagner chez lui. Vers 15h, il passe un coup de fil à Elsa, qui, durant leur conversation, lui indique qu'il ne reverra plus jamais sa fille. Ajoutez à cela ses dettes, ses problèmes d'impôts, soucis de santé et certains aspects de sa vie privée comme des abus subis jeunes ou le poids émotionnel de chacun de ses rôles, et c'est le point de rupture. L'acteur prend la carabine 22 long rifle que lui avait offert Coluche quelque temps auparavant, met le canon dans sa bouche et tire. Il meurt sur le coup. Il sera retrouvé par son employé de maison vers 16h. Miu Miu passera plusieurs anniversaires de sa mort avec Bertrand Blier, à pleurer dans les bras du réalisateur la perte de celui qu'elle qualifiait comme l'homme de sa vie. Gérard Depardieu, qui ne put assister à l'enterrement car pris sur un tournage avec un réalisateur avec qui il ne s'entendait pas trop, rédigea plus tard une lettre posthume à son alter ego. Je t'ai toujours connu écorché vif, grand brûlé. Je te le dis maintenant sans gêne et sans en faire un drame. J'ai toujours senti la mort en toi. Je peux pas m'empêcher de penser, si tu n'étais pas parti, c'est peut-être toi que j'aurais embrassé dans tenue de soirée. Quant à Coluche, il tomba dans une profonde dépression qui l'amena dans des rôles plus sérieux comme Ciao Pantin ou La femme de mon pote qui relate quelque peu ce qu'ont vécu Devers, Elsa et Coluche. Mais ça, c'est une autre histoire.